Bonjour. Maintenant, on va expliquer la deuxième loi de Newton généralisée. On sait dans l'année passée qu'une particule de masse m est soumise à une force F ou à une résultante de force F. Elle subit une accélération A de même direction et même sens que F. Et par suite, F égale ma. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la deuxième loi de Newton associée quoi? À une particule. Une particule est soumise à une force F, alors subit une accélération A telle que F égale ma. Ça, c'est quoi? La deuxième loi de Newton associée à une particule. Ça, c'est la deuxième loi de Newton associée à une particule. Maintenant, pour un système de particules, remarquons. Si j'ai par exemple un système formé de plusieurs particules, particules M1, particules de masse M2, particules de masse quoi M3. Les forces extérieures agissant sur M1 et quoi? Et FA1, une résultante F1. Les forces extérieures agissant sur M2, c'est F2. C'est aussi quoi? F3. Donc, cette particule de masse M1 a une accélération quoi? A1. Cette particule de masse M2 a une accélération A2 et ça a une accélération quoi? A3, telle que F1 égale M1A1. F2 égale quoi? M2A2. F3 égale M3A3 et ainsi de suite. F1, c'est la résultante des forces extérieures agissant sur M1. F2, c'est la résultante des forces extérieures agissant sur M2 et ainsi de suite. À chaque force correspond un vecteur accélération, tel que le vecteur force et le vecteur accélération sont proportionnels, et ça d'après la deuxième loi de Newton associée à une particule. Maintenant, on sait que la quantité de mouvement de ce système de particules, c'est la somme des quantités de mouvement des quoi? Des particules. Maintenant, en dérivant les deux membres par rapport au temps, on obtient dp sur dt. Ça, c'est pour le système. M1 dv1 sur dt plus M2 dv2 sur dt plus etc. Que représente la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps? C'est le vecteur accélération. Pourquoi A1? Ça, c'est les dérivées de vecteur vitesse de la particule de masse M1. Donc, cette dérivée est égale au vecteur accélération de la particule M1 plus M2. Ça, c'est quoi aussi? A2 plus ainsi de suite. Mais à quoi est égal M1A1? C'est la résultante des forces agissant sur M1. C'est quoi égal à M2A2? C'est la résultante des forces agissant sur M2 plus ainsi de suite. À quoi est égal F1 plus F2 plus F3 et ainsi de suite? C'est égal à la somme des forces qui figurent dans le système. Ces forces sont sous deux types, extérieur et quoi? Et intérieur. Donc je peux dire que ça c'est la somme des forces extérieures
au système tout entier, plus la somme des forces quoi? Intérieures. Mais toujours la somme des forces intérieures égale à quoi? Égale à 0. D'après le principe d'interaction, action et réaction. À chaque action correspond une quoi? Une réaction. Donc, il en résulte que c'est la somme des forces quoi? Extérieures. La dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps est égale à la somme des forces extérieures agissant sur notre système de particules. Donc, la variation de la quantité du mouvement est due aux forces quoi? Extérieures, est due aux forces extérieures. Les forces intérieures n'interviennent pas sur la variation quoi? De la quantité de mouvement. Ça, c'est la deuxième loi de Newton généralisée. Ça, c'est la deuxième loi de Newton généralisée. Maintenant, ce titre d'application, on donne le vecteur quantité de mouvement d'un système de particules. C'est 10Ti plus 5Tj. I et J sont les vecteurs unitaires d'un repère orthonormé. Déterminer la somme des forces extérieures agissant sur le système. Maintenant, comment on va faire ça? C'est très facile. On va utiliser la deuxième loi de Newton généralisée. D'après la deuxième loi de Newton généralisée, qui dit la somme des forces extérieures égale quoi? dP sur dt, la dérivée de la quantité de mouvement du système par rapport au temps. Ça, c'est la deuxième loi de Newton quoi? Généralisée. Maintenant, c'est la dérivée du vecteur quantité de mouvement. On a le vecteur quantité de mouvement. En faisant la dérivée, on obtient quoi? La somme des forces extérieures agissant sur le système. Quelle est la dérivée de 10T? C'est 10. 10 quoi? 10I. Plus, quelle est la dérivée de 5T et J de 5T? C'est 5. 5 quoi? 5J. Et ça, c'est dans le système international. Donc, ça, c'est la somme des forces extérieures agissant sur le système de particules de vecteur quantité de mouvement 10Ti plus 5Tj. Tout simplement, on va faire la dérivée de P par rapport au quoi? Par rapport au temps. Maintenant, la partie 2. Qu'est-ce qu'on demande dans cette partie? On a la somme des forces extérieures, c'est 100I, ça c'est dans le système international, c'est-à-dire la force est exprimée en Newton, mais cette force, la résultante des forces extérieures, est selon un axe et x' de vecteur unitaire quoi? I. Déterminer le vecteur P, sachant qu'à t égale à 0, sachant qu'à la date t égale à 0, P égale quoi? P égale à 0. Comment on va procéder? On va utiliser aussi quoi? La deuxième loi de Newton généralisée. D'après la deuxième loi de Newton, la deuxième loi de Newton généralisée qui dit dP sur dt égale à quoi? Sigma force extérieure. Ça, c'est aussi la deuxième loi de Newton généralisée. Maintenant, on a sigma force extérieure, donc je peux déterminer la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Et par suite, à quoi est égal dP sur dt? Égale, la somme des forces extérieures est donnée par 100I. 100I. Maintenant, à l'inverse, pour déterminer sigma force extérieure, je vais faire la dérivée de P. Donc, pour déterminer P, connaissant sigma force extérieure, alors P, c'est la primitive de 100I. La dérivée de P par rapport au temps, c'est 100I. Donc, P est la primitive. Alors, P est la primitive de
sans i. Quelle est la primitive de sans i? C'est-à-dire P égale, je veux mettre quelque chose ici, tel que sa dérivée est sans i. Sa dérivée est sans i, c'est quoi? C'est sans ti. En faisant la dérivée de ça, on obtient sans i, c'est ça. La dérivée, c'est sans i. Donc, P doit être sans ti. Toujours, n'oubliez pas d'ajouter une constante. Mais puisqu'on parle ici d'un vecteur P, cette constante doit être un vecteur constant, pas un nombre constant. Comment je peux déterminer cette constante? Toujours, j'ai besoin d'une condition. La condition, c'est, sachant qu'à t égale à 0, c'est-à-dire, lorsque t égale à 0, on a quoi? P égale quoi? P égale 0. Tout le monde d'accord? Si je remplace ici, j'ai P égale 100 ti plus constante. Si je remplace ici t par 0 et p par 0, je peux déterminer la constante. Remarquons bien ici, ça c'est 0 égale 100 fois 0i plus constante. Et par suite, ça c'est 0, 0, le vecteur constante, c'est le vecteur 0. Et par suite, c'est une constante. Si je peux déterminer cette constante à une date donnée, c'est la même à toutes les dates. Tout le monde d'accord? C'est une constante. Maintenant, à quoi égale P dans ce cas? Je remplace la constante par 0. J'obtiens le vecteur P, c'est 100 ti seulement. Ça, c'est le vecteur quantité de mouvement tel que d'un système de particules, tel que la somme des forces extérieures agissant sur ce système est sans i, et sachant qu'à la date t égale à 0, le vecteur quantité de mouvement est nul. Cette expression vérifie les conditions données dans l'application numéro quoi? L'application numéro 2. Et tout ça dans le système quoi? International, c'est-à-dire T en seconde, P en kilogrammes mètre par seconde. Maintenant, une nouvelle application. On a un solide S qui se déplace sur un rail rectiligne et horizontal x'. Il part du point O à la date t égale à 0 sans vitesse et atteint le point A à la date t1 inconnue avec une vitesse combien? 4 mètres par seconde. Pendant le mouvement de S est soumis à 4 forces. Son poids, la réaction normale de support, la force de frottement et une force extérieure F qui le tracte de O vers A. La masse de S, c'est 5 kg, l'intensité de la force F, c'est 40 newtons, et l'intensité de la force de frottement, c'est combien? C'est 30 newtons. Dans la première partie, on demande de déterminer la direction et le sens du vecteur quantité de mouvement P de S. Remarquons bien, S se déplace sur un rail rectiligne dans ce sens. Ça, c'est le sens de mouvement, ça, c'est S. S se déplace dans ce sens, c'est-à-dire le vecteur vitesse de S, c'est V, comme ça. Le vecteur vitesse est parallèle et de même sens que le mouvement, toujours. D'autre part, le vecteur quantité de mouvement P de S, c'est MV. C'est MV. Donc, P et V sont parallèles et quoi? Et de même sens. Tout le monde d'accord? Sont parallèles et de même sens. Donc, si je veux représenter P maintenant, je représente P comment? Comme ça. Comme ça. Tout le monde d'accord? Donc, P est parallèle et de même sens que quoi? Que x'. Donc, P, le vecteur P est parallèle et de même sens que quoi? Que x'. C'est ça. On a déterminé la direction
et le sens de quoi? De P, c'est-à-dire il est parallèle et de même sens que quoi? Que le mouvement. Ça, c'est x'. Tout le monde d'accord? Maintenant, la partie 2. Déterminer à la date t la quantité de mouvement P de S. À la date t, la quantité de mouvement P de S. Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Qu'est-ce que je veux faire? Remarquons bien. En appliquant la deuxième loi de Newton généralisée, qui dit la dérivée de P par rapport au temps est égale à la somme des forces extérieures agissant sur le solide. Sur le solide S. Quelles sont les forces extérieures agissant? Sont mg et quoi aussi? Et Rn, quoi aussi? Plus F, la force de frottement, et finalement la force de traction F. Ça, c'est la dérivée de P par rapport au temps. Maintenant, comment je veux faire ça? On demande de trouver P. Remarquons, P sont vecteurs. Comment je peux transformer cette écriture vectorielle en une écriture algébrique? En une écriture algébrique, faites attention, P est selon x' seulement, donc on s'intéresse seulement à un seul axe. Si on fait la projection des deux membres, la projection des deux membres sur quoi? Sur x'. Qu'est-ce que j'obtiens? Remarquons. Qu'est-ce que j'obtiens? dp x sur dt. C'est-à-dire, je veux prendre les composantes de P, de Mg, de Rn, de F sur x', c'est-à-dire dpx sur dt égale mgx plus Rnx plus Fx plus Fx. Maintenant, remarquons bien, dans cette figure, P est dans ce sens. Remarquons, l'axe, ça c'est par exemple l'axe des X, ça c'est quoi? L'axe des Y. Regardons bien, Mg et Rn ont des composants sur X, sur Y' seulement. Donc, Mgx égale à quoi? Égale à 0. Et Rnx égale à quoi? À 0. Mais quelle est la composante de F sur x'? C'est quoi? C'est moins F. Il est opposé au sens positif de x'. Et grand F égale à quoi? Égale à F. F est dirigé dans le même sens de x'. Et puisque P n'a qu'une seule composante sur quoi? Qui est sur x', je peux remplacer Px par P. C'est ça. Donc, dP sur dt égale à quoi? Égale moins F plus F. Par suite, la dérivée de P par rapport au temps égale moins 30 plus 40. C'est dP sur dt égale à combien? Égale à 10. Quelle est l'unité de ce nombre? C'est Newton. Ce sont les valeurs des forces, 30 newtons, 40 newtons. Maintenant, on a trouvé la dérivée de P par rapport au temps. Mais je demande de trouver P. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? La dérivée de P égale 10. Donc, P est la primitive de 10. P est la primitive de 10 et par suite P égale à combien? Qu'est-ce que je vais mettre ici pour que sa dérivée égale 10? C'est tout simplement 10t plus constante. Cette constante n'est pas un vecteur car P n'est pas un vecteur. Maintenant, comment je peux déterminer la constante? J'ai besoin d'une certaine condition. Remarquons, AT égale à 0, la vitesse égale à quoi? Égale à 0. Que signifie ça? AT égale à 0, la vitesse du solide est nulle et par suite, la quantité de mouvement du solide est nulle parce que la quantité de mouvement, c'est mv.
En remplaçant P par 0, T par 0, je peux déterminer la constante. 0 égale 10 fois 0 plus constante. Et par suite, la constante égale quoi? Égale à 0. Donc, dans ce cas, je peux écrire P égale quoi? 10T. Et ça, dans le système international, c'est-à-dire T en seconde, P en kilogramme quoi? Mètre par seconde. Ça, c'est l'équation de P en fonction du temps. Maintenant, dans la partie quoi? 3. Dans la partie 3, déduire la date T1, c'est la date où la vitesse du solide égale à combien? 4 mètres par seconde. T1 égale à combien? Mais il correspond à quelle vitesse? 4 mètres par seconde. Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Déduire, c'est-à-dire je veux utiliser ça. J'ai la vitesse. P en fonction du temps, j'ai la vitesse pour déterminer T. Remarquons P égale mv égale la masse, c'est combien? C'est 5 kg fois la vitesse, c'est 4. Et par suite, P égale 20 quoi? Kilogrammes mètre par seconde. On a P, je peux déterminer T. T égale P sur 10, c'est-à-dire 20 sur 10. Et par suite, T égale 2 quoi? 2 secondes. Cette date correspond à la date où la vitesse du mobile est combien? Est 4 mètres par seconde. Tout le monde d'accord? On a un solide S qui glisse sur un rail rectiligne et incliné. OA incliné d'un angle 30 degrés par rapport à quoi? À l'horizontale. Pendant son glissement, S est soumis à 3 forces, le poids mg de S, la réaction normale du support et la force de frottement d'intensité combien? 15 newtons, pardon. La masse du solide, c'est 5 kg. Mais il faut faire attention, le solide part du point O à la date T égale à 0 avec une vitesse 2 mètres par seconde parallèle au rail OA. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande de déterminer? La quantité de mouvement P de S en fonction du temps. En fonction du temps. En fonction du temps. Maintenant, solution. Maintenant, comment je peux déterminer P? Remarquons P est son vecteur. Je veux savoir tout d'abord la direction et le sens de P. Le solide S descend dans ce sens. Descend le rail. Ça, c'est le rail OA. Ça, c'est le solide S. Le solide descend dans ce sens. Donc, son vecteur vitesse et dans le sens du mouvement. D'autre part, le vecteur quantité de mouvement P d'un solide en translation, c'est mv. Par suite, le vecteur quantité de mouvement est parallèle à qui? Est parallèle à v et de même sens. Ça, c'est le vecteur quantité de mouvement. Donc, le vecteur quantité de mouvement est parallèle et de même sens que OA, c'est-à-dire parallèle et de même sens que l'axe exprime X. Maintenant, donc, P a une seule composante, c'est la composante sur l'axe des X. On a donc la direction et le sens de P est connu, c'est selon exprime X. Maintenant, comment je peux déterminer P? Comme précédemment, en utilisant la deuxième loi de Newton généralisée qui dit la dP sur dt égale à quoi? La variation de la quantité de mouvement du solide par rapport au temps égale à la somme des forces extérieures agissant sur le solide. Mais quelles sont ces forces extérieures? Les forces extérieures sont représentées sur la figure, sont mg plus Rn plus quoi? Plus la force de frottement. Ça, c'est dP sur dt. Maintenant, comment je peux éliminer le vecteur? J'ai besoin de P sans vecteur.
P est selon X', par suite, on fait la projection des deux membres sur X', je mets ici Px, c'est-à-dire j'ai pris la composante de P sur X, sur l'axe des X, Mgx plus Rnx plus Fx. Puisque P est parallèle et de même sens que X', alors Px c'est P. Px c'est quoi? Px c'est P, c'est-à-dire dP sur dt égale Mgx, ni parallèle à X', ni parallèle à Y'. Laissons cette composante à part maintenant. Rnx, Rn est selon Y', donc Rnx égale à quoi? Rnx égale à 0 plus. Fx, remarquons, F est opposé à X', et par suite on met ici moins F. Maintenant revenons à Mgx. Mgx, comment je veux faire ça? Je veux décomposer Mg en ses composantes, Mgx et Mgy selon ce repère. Je commence par l'origine de ce vecteur en faisant la parallèle X', et par son extrémité la parallèle à quoi? À Y'. Remarquons bien, ça c'est ici 90 degrés. Maintenant, remarquons, en passant de ce point à ce point, je veux suivre le chemin suivant. Ça, plus quoi? Ça c'est Mgx et ça c'est Mgy. On s'intéresse seulement à Mgx. On sait que cet angle, c'est l'angle alpha. Ça, c'est l'angle alpha aussi. Cet angle est égal à cet angle toujours. On peut démontrer ça géométriquement. C'est très facile à démontrer. Ça, c'est alpha. Donc, est-ce que je peux déterminer Mgx en fonction... Est-ce que je peux déterminer Mgx? Oui, je considère ce triangle rectangle. J'ai besoin de l'opposer à l'angle alpha dans ce triangle. Donc, j'utilise quoi? Sinus alpha égale à quoi? Remarquons, ça c'est Mgx, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse qui est quoi? Mg. Et par suite, à quoi est égal Mgx? Mgx est égal Mg sinus alpha. Mgx égale Mg sinus alpha ou Mgx dans le sens de X'. Donc, n'oubliez pas de mettre ici plus car Mgx est dans le sens de X'. Donc, Mgx c'est quoi? C'est Mg sinus alpha. Mg sinus alpha. Donc, la dérivée de P de la quantité de mouvement du solide par rapport au temps, c'est Mg sinus alpha moins F en faisant l'application numérique 5 fois 10 fois sinus 30 degrés moins la force de frottement, c'est 15 par suite dP sur dt égale 10. Aussi, c'est 10. 10 quoi? Newton. Maintenant, j'ai la dérivée, mais je veux déterminer P. Maintenant, la dérivée de P, c'est 10. Donc, P, c'est la primitive de 10. Primitive de 10. Quelle est la primitive de 10? C'est 10T. P égale 10T. Toujours, je veux ajouter ici une constante. Remarquons, si je fais la dérivée de P par rapport au temps, ici j'obtiens quoi? 10. Donc, cette équation est correcte. Car la dérivée de P ou la dérivée de cette équation par rapport au temps égale à 10. Maintenant, comment je peux déterminer la constante?
Pour déterminer la constante, j'ai besoin d'une condition initiale. Toujours, je reviens à quelle date? À la date t égale à 0. À t égale à 0, j'ai la vitesse égale 2 mètres par seconde. La vitesse est 2 mètres par seconde, c'est-à-dire P égale mv égale 5 fois 2, c'est 10 kilogrammes mètres par seconde. Donc, maintenant, à t égale à 0, P égale à 10. En remplaçant P par 10, T par 0, je peux déterminer la constante. 10 égale 10 fois 0 plus constante. Et par suite, la constante égale quoi? Égale 10 kilogrammes mètres par seconde. D'où P en fonction du temps, c'est 10T plus 10. Et tout ça dans le système international, c'est-à-dire T en seconde, P en kilogrammes par seconde. Donc, ça, c'est la quantité de mouvement de S pendant sa descente, mais en fonction de quoi? Mais en fonction du temps.